Béatrice Delvaux est journaliste, éditorialiste en chef au journal Le Soir, un journal où elle travaille depuis 1984 maintenant. Elle est aussi économiste de formation et co-auteure du livre Le bal des empires. Bonsoir Béatrice Delvaux. Bonsoir. Alors quel effet ça fait, Béatrice Delvaux, pour la journaliste et économiste que vous êtes de vivre dans un pays que certains appellent un paradis fiscal? À tort ou à raison d'ailleurs. Qu'est-ce que ça me fait? Je pense qu'on le sent plus journalistiquement que personnellement, évidemment. On sait que tous les Belges le ressentent très peu personnellement dans leur vie quotidienne. C'est un peu drôle parce que finalement, c'est un pays qui n'a pas été très attirant pendant de nombreuses années. Et puis de penser maintenant que les plus grosses fortunes, les plus grosses multinationales nous regardent avec convoitise et viennent chez nous pour se faire un peu d'argent. Je trouve que c'est paradoxal et que les Belges n'ont pas ce sentiment souvent d'être un pays qui attire. Et alors on a un rapport d'amour-haine avec ça parce qu'on aime bien l'idée quand même qu'on soit regardé, mais on n'aime pas l'idée que ce soit pour faciliter une évasion fiscale. Ouais. Alors que les Belges eux-mêmes ont été beaucoup attirés par le Luxembourg et ont beaucoup pratiqué l'évasion fiscale avec leurs voisins, en enviant le fait le sort de leurs voisins. Donc en fait, c'est pas vraiment un sujet c'est un sujet qui me préoccupe journalistiquement. Mais c'est pas exagéré, l'expression paradis fiscal? C'est pas exagéré, je pense, pour certaines multinationales avec le système des intérêts notionnels, un système un peu complexe. Je crois que c'est pas exagéré non plus parce que ça permet des constructions fiscales pour les structures de succession. Je pense simplement que la fiscalité fait partie de ces sujets qui sont très vite poujadistes et qui en fait sont beaucoup plus complexes à gérer pour un gouvernement. C'est pas simple en fait la fiscalité, et spécialement dans un pays comme le nôtre où on est dans des gouvernements de coalition. Et la meilleure preuve que c'est pas simple, quand on a vu il y a quelques jours Elio Di Rupo, socialiste, mais qui comme Premier ministre va vanter à Davos les intérêts notionnels et en même temps est obligé quelque part de dire que Mittal a surtout tiré profit de sa situation financière ici en Belgique et maintenant supprime des emplois, c'est particulier. On voit que c'est compliqué en fait. Et paradoxal parfois. Oui, et que la fiscalité n'est pas une chose simple, c'est une chose... et dans un pays, logiquement, il faudrait fixer des objectifs clairs. Or, souvent, ces objectifs sont contradictoires. Est-ce qu'on peut être équitable et est-ce qu'on peut remplir les caisses de l'État? Ce n'est pas toujours évident à ménager. Donc, je pense que ça mérite, et souvent en journalisme, ce qui est compliqué, ce qui passe maintenant extrêmement difficilement, et quelque part pour les hommes politiques aussi, c'est d'expliquer la complexité des choses et qu'elles ne sont pas toujours aussi simples que ce que le café du commerce peut développer. Est-ce que ce n'est pas de plus en plus complexe ou est-ce que finalement les choses ont toujours été complexes avec leur époque? Je crois que les choses sont toujours complexes, plus complexes que ce qu'elles ne paraissent, mais je crois qu'il y a une tendance dans nos sociétés, et paradoxalement peut-être aussi dans les milieux intellectuels, à rejeter la complexité. C'est que finalement, moi je remarque qu'il y a une forme de snobisme ou de tendance à dire que finalement c'est trop complexe, de ne pas accepter que les choses soient compliquées et à se refuser à les expliquer. Pour les hommes politiques, c'est vrai que ce n'est pas très populaire d'expliquer les choses compliquées. Mais je crois que ça doit commencer dès l'école, c'est-à-dire de montrer aux enfants qu'un problème n'est pas binaire, que ce n'est pas oui ou non. Parfois, les choses demandent un peu de connaissance aussi. Il y a quelqu'un qui me disait récemment, je faisais une interview et la personne m'a répondu en fait que souvent on juge avant de comprendre. Et que souvent, en fait, l'inverse doit se passer. On doit d'abord comprendre et puis juger. Et c'est alors beaucoup plus difficile de juger une fois qu'on a compris. Ceci dit, on est servi en Belgique. Je ne dis pas que tout est simple ailleurs, mais c'est particulièrement compliqué sur le plan institutionnel, sur le plan fiscal, vous l'avez dit, sur plein de plans en fait. Le plan institutionnel est particulièrement compliqué. Je pense que ça explique pourquoi les francophones sont tellement admiratifs, passionnés par la politique française, parce qu'elle est beaucoup plus intelligible, plus simple. Binaire, oui, tout à fait. Donc ça donne l'impression qu'ils font des vrais choix. Et donc parfois on n'apprécie peut-être pas toute la subtilité qu'il y a, la richesse qu'il y a à être un peu plus subtil dès lors que nous, fatalement, on ne peut pas être très, très simpliste parce qu'on n'en a pas le choix, notre système ne le permet pas. Je pense quand même que, bon, à un moment donné, parfois nous-mêmes, on se pose la question de est-ce que le pays, bon, il survit par des couches de complexité, d'institutionnalisation qui se superposent. Oui, que franchement, je comprends que ça devient quand même très inintelligible. Pour expliquer le système politique belge à un jeune qui irait voter, c'est extrêmement compliqué, quoi. Donc, je pense que ça nuit à l'adhésion ou l'intérêt politique que les Belges peuvent porter à leur pays, et les francophones en particulier. Parce que les francophones ont une complexité qui est dingue, en fait, parce qu'on a une complexité d'identité. On est belge, ça c'est simple, mais dès qu'on commence à fouiller, francophone c'est bien, mais bruxellois, wallon, comment est-ce qu'on fait cohabiter tout ça? Les institutions francophones, bruxelloises et wallonnes, alors là, vraiment, pour nous, je crois que les Flamands, à ce moment-là, quand ils nous regardent, oui, absolument. Et je pense que ça a des répercussions. La notion pour la culture, pour l'élan, moi je ne suis pas une partisane de l'identité comme telle, comme combat, mais je pense quand même qu'une
qu'une forme d'identification est importante pour créer un enthousiasme, une dynamique, et que chez nous, côté francophone, c'est très difficile à identifier en fait entre, je dis, les Bruxellois, les Wallons, les francophones, être belges, après qu'en plus les identités citadines ou régionales un peu différentes. De cette complexité peut naître une certaine culture aussi, la culture du compromis, du pas tout à fait blanc, du pas tout à fait noir. Ah oui, je crois que ça c'est notre richesse, ce côté parfois qu'on appelle surréaliste, mais le fait qu'on ait aussi un recul, une espèce de distance un petit peu par rapport aux choses, une espèce d'ironie par rapport à nous-mêmes. Et ça, je trouve ça génial en fait. Je dis toujours que j'aime bien l'identité belge parce qu'elle n'en est pas vraiment une et qu'elle nous permet d'être libre pour les autres aventures en fait. Et que quand elle se bat bien, on en est fier parce qu'en fait finalement on trouve qu'elle part un peu de nulle part. Donc on est toujours un peu émerveillé malgré tout de quand quelque chose se passe, qu'il est belge et qu'il est bien. On est quand même un peu fiers. Vous êtes du genre, Béatrice Delvaux, à vous ruer sur les journaux belges quand vous êtes en vacances à l'étranger? Par mon métier aussi. Mais parfois, quand on est en vacances, oh non, pas tellement en fait. Non, j'aime bien lire les journaux des endroits où je suis. Et donc, et parfois quand je suis en vacances, mais c'était surtout vrai quand j'étais rédactrice en chef, je pense que par moment, ça me faisait du bien de m'en de m'en couper un peu, d'être dans un endroit. Maintenant, ça devient extrêmement difficile parce qu'avec les iPads et toutes les liaisons. Les endroits déserts. Maintenant, on peut partout avoir le journal. Mais j'aime bien aussi faire une coupure et s'immerger un peu dans autre chose parce qu'on est tout le temps dedans. Mais c'est vrai que dès qu'on retrouve en possession, on regarde un journal, alors on ne le quitte plus, on est un peu infernal pour les siens. J'ai de la chance que mon mari est journaliste et donc nous avons des péchés communs sur ça, à cet égard. Donc il supporte et on s'auto-pardonne notre lecture du journal. Alors, Béatrice Delvaux, vous êtes passionnée par l'info, on vient de le comprendre, par la Belgique, par la politique. Or, vous êtes née pas du tout dans ce milieu-là, vous êtes née dans les années 60, en 60 même, à Namur. À Spie en fait. À Spie, vous avez grandi du côté de Spie. Oui, absolument, oui. Dans un milieu quoi, catholique Mes parents étaient plutôt catholiques, oui. Mes grands-parents allaient à la messe, etc. Donc, mais aussi dans un village, ce qui était très intéressant à Spie, c'était un village en fait où il y avait c'était vraiment la Doncamieux. Il y a la grotte, bien sûr, mais il y avait surtout une grande opposition entre le bourgmestre qui était socialiste et laïque et les catholiques. Donc il y avait des enterrements civils, et là les catholiques n'y allaient pas, et puis il y avait les autres. Ah, c'est ça, vous dites Doncamieux. Oui, absolument, il y avait vraiment ce sentiment. Et donc moi, par exemple, j'étais à l'école communale, et donc c'était clair que les filles de l'école communale rencontraient très peu les filles de l'école catholique, sauf si, qui m'est arrivé à moi, quand j'ai fait ma communion, j'allais au catéchisme. Et là, soudain, j'allais dans le camp des autres. Donc c'était très intéressant de voir les deux, oui, absolument. Et donc de voir ces deux mondes qui coexistaient, c'était vraiment passionnant dans ce petit village. Alors après, avec la fusion des communes, tout ça s'est beaucoup calmé. Mais c'était une vraie bataille de positionnement et de conviction, en fait. Est-ce qu'on peut dire, sans faire des raccourcis un peu faciles, que ça a attisé un peu votre curiosité pour l'autre côté? Je ne l'ai jamais lié à ça, en fait. Peut-être, au fond. Je ne me suis jamais posé la question comme ça. J'ai toujours cru que l'intérêt pour l'autre côté... Je ne sais pas, il m'est venu... l'autre côté, pour moi, étant souvent les Flamands, par rapport aux francophones. Oui. Et que j'ai toujours, depuis le début où j'ai commencé à travailler comme journaliste, essayé d'établir des ponts avec les autres, en fait, ou d'avoir de l'information avec les autres. Ça, on va reparler, c'est un de vos fers de lance. Oui, voilà. Mais côté, oui, peut-être, d'être dans deux milieux, de les connaître, ça me passionnait beaucoup de rencontrer les gens des deux endroits. Mais non, je crois que surtout ce qui m'a... Donc le milieu, c'était surtout un milieu au départ d'agriculteurs. Mon père était fermier et c'était vraiment sa véritable passion. Il y avait des journaux à la maison qui traînaient? Oui, il y avait le soir et Vers l'avenir, en fait. Et alors, oui, absolument. Et j'avais un grand-père qui lisait le soir de façon absolument extrêmement régulière. Et donc, que les premières fois où il a vu que j'écrivais dans son journal, pour lui, c'était assez génial, évidemment. Oui. Donc oui, on lisait. Et alors surtout, j'avais un couple d'oncles et tantes qui s'appelaient les Pouillons, qui étaient des correspondants locaux pour Vers l'avenir. Et donc même mon oncle, en fait, si vous voyez le film Les Convoyeurs attendent, donc le personnage de Poulvoorde, avec ce reporter photographe avec son vieil appareil, est inspiré du personnage de mon oncle. Et d'ailleurs mon oncle a un rôle dans le film, il joue
le bourgmestre qui vient marier Benoît Poelvoort sur son lit de mort, quasiment à la clinique, et qui vient le marier dans la... Et donc je pense que Benoît Mariage a voulu peut-être rendre un hommage à mon oncle qui avait un peu servi d'inspiration, lui quand il était jeune garçon et lié au journal Vers l'avenir. Donc ça c'est un peu le lien avec le journalisme. Donc déjà des petites portes ouvertes ah quand oui, même. Sans doute que ça, une partie de mon intérêt pour le métier vient de là. Après je ne sais pas vraiment... Après c'est l'économie, Oui. j'ai l'impression que vous êtes prise de passion pour l'économie, vous faites Sciences Éco, ce qu'on appelle Sciences Éco. Oui, en fait, je ne fais pas tellement Sciences Éco pour Sciences Éco. En fait, à Namur, à l'époque, Sciences Po et Sciences Éco sont communs. Oui. Donc, mon intention à l'époque est de faire Sciences Po et de continuer après 2 ans à Louvain-la-Neuve pour la communication sociale. Bon, donc c'était que quand je même voulais déjà être journaliste, absolument, oui. Et en fait, Sciences Po, Sciences Éco, c'était exactement les mêmes études. Je crois qu'il y avait 2-3 cours en plus en Sciences Po. Et en deuxième candie, la fac est petite, à Namur, il y avait peu d'élèves. Et donc un des profs me fait venir, il me dit pourquoi vous voulez changer, etc. Et alors il me dit, vous savez, je pense qu'avec un diplôme d'économie, c'est plus complet et vous ne devrez pas renoncer à votre passion de journaliste. Bon, j'ai continué, honnêtement, parce que j'avais de très bons copains et que je m'amusais beaucoup. Et finalement, c'est grâce à ce diplôme de Sciences Éco que je suis entrée au soir. Oui. Parce que ça a été très vite après votre diplôme. Absolument. Je comptais 1 an. Oui, absolument, j'ai eu beaucoup de chance. Et directement, vous rentrez au soir comme journaliste économique alors... En fait, le service économique n'existait pas au journal Le Soir à l'époque. On est en quelle année on est en 84. 84, oui. Et en fait, il y a un grand service qui mélange un peu l'Europe, la politique et l'économie. Il y a quelques journalistes plus spécialisés qui viennent, quelques-uns récemment viennent du suivi de l'entreprise. Alors vous êtes toute jeune, là, vous débarquez dans une rédaction. Oui, absolument. Et je ne connaissais pas du tout Bruxelles. En fait, ce qui était drôle, c'est qu'à Namur, quand on faisait son mémoire, la dernière année, on devait la faire à l'étranger. C'était une espèce d'Erasmus avant la lettre. Et donc, j'avais eu la chance d'aller à Washington, au Fonds monétaire international, parce que j'étais passionnée par les problématiques de développement. Donc je voulais étudier la manière dont les prêts du Fonds monétaire s'appliquaient aux pays en voie de développement. Et j'avais fait quelques années avant un long séjour en Inde, et donc les deux faisaient sens en fait. Et donc quand je suis arrivée, j'avais passé 2 fois 4 mois à Washington, et je connaissais mieux Washington que Bruxelles, où j'étais venue extrêmement rarement. Et donc au tout début, en plus comme je n'avais pas du tout fait mes études universitaires à Bruxelles, j'étais quand même très, très seule en fait et je ne connaissais pas grand monde. Et donc la rédaction du soir était quelque part un très bel endroit où atterrir parce que vous savez, une rédaction c'est ouvert nuit et jour, matin et soir. Et en plus, pour peu que j'ai eu l'intention de rester à Namur, je me rappelle toujours d'Yvon Toussaint qui est le rédacteur en chef qui m'a engagée, qui m'a regardé et qui m'a dit « Vous n'avez quand même pas l'intention de rester à Namur, mademoiselle Delvaux ?» Alors j'ai dit « Non, pas du tout, pas du tout. » Et pour la blague… Avec sa grosse voix. Avec sa grosse voix, et puis il n'y avait pas matière à discussion. Ah non, ça c'est sûr. Et alors je me suis retrouvée à regarder les petites annonces, et les premières que j'avais vues, c'était rue de Stassard. Et après avoir attendu quelques heures au bas d'un bâtiment, je me suis dit « Rue de Stassard, ça ne doit pas être pour moi !» Donc vous dire si j'étais quand même assez éloignée de la réalité bruxelloise. Et c'était un refuge alors la rédaction du soir, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Au début oui, certainement, c'était le seul endroit où finalement, d'où sont parties mes relations sociales. Bon après il y avait d'autres choses qui sont venues se greffer, des amis à moi qui sont… Oui bien sûr, mais c'était bon, un fabuleux endroit pour être accueilli aussi. Hein. J'étais formidablement accueillie et je trouvais que c'était un endroit magnifique encore aujourd'hui. Je dis souvent, la rédaction, d'ailleurs c'est psychanalytique, mais quand j'ai été nommée rédactrice en chef, j'ai dit c'est un peu ma maison. Et donc c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même, un lien très très fort. Et je trouve qu'être dans une rédaction quand il y a un événement qui se passe dans le monde, en Belgique, n'importe où, il n'y a pas meilleur endroit où être. Hein. La frustration est énorme si vous êtes ailleurs. Hein. Je dirais même le nom, le soir, il y a un côté englobant comme ça, oui, rassurant. Puis on est centre de Bruxelles, on est très bien situé, on n'est pas comme les journaux flamands à la périphérie des villes. On est vraiment dans un endroit extrêmement vivant, proche du Parlement. Historiquement, le soir s'est mis fatalement proche des lieux de pouvoir. Moi, j'ai beaucoup suivi la Générale de Belgique, les grandes holdings, tous se situaient dans ce petit précaré, quoi. Et donc, et c'était passionnant de rentrer dans les maisons, quoi. Alors, vous allez bien sûr faire votre parcours dans cette rédaction. Vous allez devenir chef du service économie quelques années plus tard, en 89, je crois. Oui. Et puis, un jour, rédactrice en chef. Ça se présente comment? C'est Guy Duplat qui s'en allait? Il y a une proposition? En fait, il y a eu très une brièvement, crise, oui, tout à fait. Il y a eu une crise au soir. Donc, après 10 ans, Guy Duplat est parti. Puis il y a eu déjà une crise, il y a eu un rédacteur en chef, Pierre Lefebvre, qui est venu pendant 1 an. Et puis alors, un nouvel administrateur délégué, une grande commotion au sein de la rédaction. Et donc, moi, en fait, je n'ai jamais été vraiment candidate à rien. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que les choses comme ça me sont arrivées dessus. Et avec beaucoup de consensualité, en fait. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Les gens. Vous n'êtes pas imposé, vous voulez dire?
Non, enfin, peut-être que d'autres gens le verraient autrement, mais honnêtement, je n'étais même pas candidate au poste. C'était pas du tout quelque chose que j'avais jamais mis dans mon parcours. On est venu vous chercher alors, c'est ça que vous voulez dire? Oui, je pense qu'au moment de crise, la rédaction et la direction étaient assez d'accord sur le fait qu'éventuellement je pouvais remplir le job, ce que personnellement je ne pensais pas. Donc, j'étais pas du tout, j'étais pas du tout demandeuse et c'était pas quelque chose dans lequel je me projetais. En fait, ce que j'aime profondément et ce dont j'étais vraiment persuadée, c'est que le métier de journaliste était fait pour moi. Chef, manager d'équipe, rédactrice en chef, je trouvais que c'était, comme on dit en anglais, overwhelming. C'était quelque chose vraiment qui n'était pas du tout sur mon CV. Peut-être aussi que c'est ça à l'époque qui a un peu rassuré les gens, c'est-à-dire que Ouais. j'étais plutôt dans un trip de spectateur par rapport à ça, mais c'était évidemment un privilège. Mais Bon, vous y êtes allé, ça ne se refuse pas de toute façon. si, ça peut se refuser, mais j'avais refusé au tour précédent, et donc ça devenait très compliqué de dire non. Mais j'ai vraiment fait un travail personnel pendant quelques semaines, Ah oui. extrêmement précis, pour voir si quand même je disais un oui à moi. Parce que c'est tellement lourd et la responsabilité est tellement grande par rapport aux autres que je ne voulais pas être à côté de moi-même. Je voulais quand même que ce soit quelque chose que j'acceptais. Ça a l'air comme ça, mais ce n'est pas un choix facile. En plus, voilà, donc il y avait des difficultés, mais bon, je l'ai fait. J'avais dit que je voulais le faire pour 2 ans. Et ce que l'administrateur délégué a accepté. Et puis finalement, voilà, je suis restée 10 ans et c'était une sage décision d'arrêter après 10 ans. On va en reparler de Oui. la 10e année. Entre-temps, il y a quand même eu des années un petit peu difficiles, même pour la Belgique. Il y en a plein, hein. On peut parler de la crise gouvernementale. Je crois que vous étiez rédactrice en chef à ce Tout à moment-là. fait. Comment on fait tourner une rédaction comme Le Soir quand, par exemple, on n'a plus de gouvernement? Comment ça se passe? Mais ce sont des moments, je trouve que la chose la plus facile quand on est rédactrice en chef, c'est de gérer, entre guillemets, l'actualité. Ça pose beaucoup de soucis de positionnement, de réflexion, est-ce qu'on fait les choses bien? Mais l'actualité en elle-même, une rédaction surtout, enfin celle du soir, c'est la seule que je connais en fait, hein, mais elle est passionnée par l'actu et elle bouge à l'actu, c'est une machine de guerre une fois que l'actu est là. Donc ce sont des gens qui sont très spécialisés, qui sont très sûrs. Pour un rédacteur en chef, c'est très précieux parce qu'ils connaissent très très bien leur sujet. Et souvent, il y avait beaucoup d'expérience, donc ils avaient l'expérience des crises précédentes. Mais la crise politique, pour moi, évidemment, c'est ce qui a sans doute habité le plus les 10 ans que j'ai vécu. Et c'est une crise qui m'a personnellement passionnée, dans laquelle je me suis aussi beaucoup investie parce que je pense qu'une des choses que j'ai beaucoup travaillé, c'était justement la compréhension de l'autre communauté, c'est-à-dire de se dire, dans le fond, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et c'est parti surtout du Bye Bye Belgium, qui est, en fait, après le Bye Bye Belgium, il y a eu une bagarre entre le Standard, journal flamand, et nous, où le rédacteur en chef du Standard dit qu'il en avait marre d'être traité par les francophones, notamment les journaux racistes, fascistes, séparatistes. C'était le cas ou c'était exagéré? C'est exagéré, mais je pense qu'il y avait un peu un fond de ça, quoi. Oui, et le Bye Bye Belgium leur avait projeté ça, en fait. Et donc, et nous, on a dit, mais nous, on a ras-le-bol aussi, quelque part, d'être considérés comme paresseux, non mobiles et unilingues, fatalement unilingues. Et alors, on avait terminé ce texte qu'on avait mis à la une, et c'était un travail collectif, en fait, entre les équipes de rédaction en chef et l'équipe politique. Je me rappelle aussi Bénédicte Vasse, à l'époque, qui était une journaliste très emblématique. Et nous avions terminé le texte en disant, à la une, en nous adressant à nos amis flamands, en disant, mes chers standards, si on faisait notre métier, c'est-à-dire pas des éditoriaux et s'envoyer des insultes à la figure, mais si on faisait notre métier ensemble, c'est-à-dire une enquête pour dire, sommes-nous au fond si différents? Et c'était une aventure fabuleuse, en fait, ça s'est appelé l'opération Nord-Sud. Et on a travaillé avec le Standard, puisque le rédacteur en chef du Standard était extrêmement dynamique, ravi de le faire. Et les équipes ont été mélangées, travaillé comme quasiment 8 semaines ou 10 semaines ensemble. Et on a publié pendant 4 semaines une énorme enquête, les mêmes choses au même moment, et le premier jour avec des unes où les logos étaient mélangés. Je me souviens. Ça a bougé un peu les choses, c'était une première ça en fait, hein, dans l'histoire de la crois. presse, en tout cas en Belgique, mais ça a bougé même les choses même sur le plan culturel. Après on a vu le National par exemple qui travaillait un petit peu avec le KVS, les choses ont un peu... Oui, j'ai un peu le sentiment, et c'est un peu immodeste, mais je pense que ce que nous avons fait Standard et Soir ensemble a quand même donné l'impression que ce truc-là, c'était quand même pas, que c'est quelque chose qui pouvait être riche, parce que c'était extrêmement riche, et en plus extrêmement vertueux, parce que en connaissant l'autre, finalement, c'est toujours ce que dit, comprendre avant de juger, on s'est rendu compte qu'il y avait des différences, moi-même plus que ce que je croyais. Et donc on a été convaincus nous-mêmes, au Journal Le Soir, on a été les seuls, les premiers à l'époque, à dire qu'il fallait une grande réforme de l'État. Les hommes politiques à l'époque l'ont refusé, les francophones très virulemment, et après ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient trompés en fait. Alors, ça a fait des rapprochements, mais aujourd'hui, on voit les résultats des élections qui sont pas très encourageants. On a peur pour 2014. Vous dites pas parfois, tout ça pour ça, ça ne sert à rien, je ne crois plus en ce pays. Parfois, c'est vrai qu'on passe par ce genre de sentiments. Je trouve que ce qui est extrêmement à la fois intéressant intellectuellement et aussi d'un point de vue personnel, c'est le phénomène de la NVA est un phénomène à voir se développer le nationalisme,
la manière dont les gens finalement ont envie à un moment donné de laisser tomber l'autre, je trouve que ce sont des choses qu'on avait vues plutôt dans les livres d'histoire. Oui. Et ici, c'est fascinant de le voir à côté de soi. Et c'est très compliqué à gérer comme phénomène. Parce que beaucoup disent que finalement la critique des francophones exacerbe et renforce le nationalisme de l'autre côté. Et donc ça nous pose aussi la responsabilité, surtout à nous le soir, qui sommes dans un conflit quelque part ouvert avec Bart De Wever. Oui, et puis bon, il ne veut pas nous parler. Bon, nous avons été souvent considérés comme étant les principaux pourfendeurs de Wever. Je pense même parfois que lui s'en est servi, parce que je pense que notre travail justement de communication avec l'autre communauté allait à l'encontre des intérêts de la NVA. Donc j'aime penser, peut-être que je me trompe, mais qu'une partie du fait qu'on était ce que les Flamands appellent des Brückenbauer, des constructeurs de ponts, était très mal vu par ceux qui voulaient les couper, quoi. Et donc il y a eu une focalisation sur nous particulière, mais c'est très interpellant de le voir se développer, et aussi comme communicateur et comme informant, comme personne qui fait le travail d'informer, de savoir que faire de ça. Ouais. Et donc moi je suis éditorialiste maintenant, j'étais aussi quand j'étais rédactrice en chef, de se dire quel type de position on prend. Par exemple, il y a eu ce fameux week-end où Bart De Wever fait sa sortie sur les t-shirts homosexuels au guichet. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait beaucoup? Pas beaucoup? Est-ce qu'on laisse tomber? Qu'est-ce qu'on en dit? C'est compliqué. Alors, quand on est rédactrice en chef, on a une rédaction derrière soi. Quand on est maintenant, parce que vous êtes éditorialiste en chef, c'est différent. Vous courez toute seule ou comment ça se passe? Non, ça je pense que ça c'est très important dans le rôle que j'occupe, et je l'ai toujours considéré comme tel, c'est que je reste quand même comme éditorialiste en chef. Je suis porte-parole de l'opinion du journal. Donc je prends position pour le journal. Vous n'envoyez pas votre papier comme ça, comme un... Ah non, jamais. Non. D'abord, je suis... D'abord, il y a des gens qui sont sur le terrain plus proches de certains acteurs que moi, donc je ne vais pas écrire des bêtises. Donc je suis très très en contact avec tous les journalistes qui font l'information. Donc je discute toujours avec eux, et à plusieurs s'ils sont en groupe dans le service, sur un éditorial. Je donne moi-même mes propres coups de fil, évidemment. J'ai mes contacts, j'ai toute une série de réseaux de contacts informels, mais je tiens toujours tout le monde très au courant des contacts que j'ai, pour pas qu'ils se sentent menacés ou surpris, qu'il y ait comme ça une double action au sein du journal. Donc ça, je trouve très important que tout le monde soit très à l'aise avec mon rôle. Et alors surtout, je fais toujours relire mon texte. Et c'est très très utile, parce que l'autre jour, par exemple, j'avais fait un éditorial assez fort sur Fabiola, la fondation, qui était assez dur. Et Martine Dubuisson, spécialiste de la monarchie, et Véronique Lamquin, chef du service politique. Et alors je l'avais demandé aussi une relecture au chef du service Monde, qui était Jurek Kuškević. Je leur ai demandé de relire. Et ils m'ont vraiment aidé à enlever certains mots, à moduler, à aider aussi à ce que le message que je porte, vérifier qu'il est bien en ligne avec ce qu'on a écrit factuellement. Donc c'est extrêmement précieux, et moi j'aime beaucoup travailler en groupe. Est-ce que vous acceptez volontiers? Ah oui. Non, mais je pense que ma légitimité, elle vient aussi du fait que le journal se sent représenté, se sent à l'aise avec ce que j'écris. Donc je ne pourrais pas vivre en... On a parlé de tension à un moment donné, vous avez démissionné, vous êtes parti, on vous a mis dehors, comment ça s'est passé? C'était quand même tendu parfois? Écoutez, 10 ans, je pense de toute façon que c'était très long. Donc je pense que c'était trop long. Je crois vraiment que... Et c'est dommage qu'un poste comme ça ne soit pas sorti d'un CDD, quoi. Oui, je trouve qu'il y a c'est sain en fait pour la personne aussi, parce que comment est-ce que vous partez, quand est-ce que vous partez? Donc moi je pense que j'étais usée dans le management, donc j'avais vraiment envie, vous savez, quand vous avez essayé beaucoup de méthodes, je suis quelqu'un qui est justement très dans le dialogue et la discussion, et j'aime bien qu'il y ait un esprit d'équipe très fort, mais à un moment donné, peut-être que c'est pas ce qu'il faut toujours pour entraîner un collectif. Et puis vous avez des choses qui ne se font pas, qui vous agacent, et puis les gens sont habitués à vos méthodes de gestion, ils ont peut-être envie d'autre chose. Vous avez su décoder les erreurs qui ont été faites éventuellement? Vous avez Oui, non, pris le temps vraiment. de Donc je pense que j'étais très contente de... Moi-même, je trouvais que c'était le temps, déjà une année auparavant, je pensais qu'il était temps d'arrêter. Donc, la direction m'a demandé vraiment à ce moment-là de continuer. J'ai continué, mais je pense que quand on sent qu'on est au bout de son énergie pour ça, donc mon énergie journalistique, elle était intacte, ma passion du journalisme était totale, mais pour le management, c'était suffisant. Deuxièmement, je pense qu'il y a une série de choses que j'aurais dû faire plus tôt dans la gestion des hommes, du projet, dans les clarifications que je n'ai pas faites, et je pense qu'il fallait les faire, mais qu'après un certain nombre d'années, on n'est plus la personne qui peut les porter. Et donc, très honnêtement, je pense que les tensions avec la rédaction étaient des tensions plus ponctuelles, mais que ce n'étaient pas des tensions elles étaient peut-être de fond aussi, mais ce n'était pas... Chacun était arrivé un peu au bout de son histoire dans cette histoire-là. Et donc, moi, la leçon que j'en ai retirée aussi pour mes successeurs et pour les gens qui prennent des responsabilités, c'est faire très vite les choses auxquelles on croit, prendre très vite des décisions difficiles qui mettent au clair tout le monde. Parce qu'après un certain nombre d'années, on ne le fait plus. Et en tout cas, on ne prend pas les décisions difficiles
par petit à coup. Je pense qu'à un moment donné, il faut donner le ton, faire les gros changements et après construire. Un dernier mot, vous êtes resté au soir, puisque vous êtes Oui. éditorialiste en chef. On ne quitte pas le soir, on a du mal à le quitter, parce que vous aurez pu le quitter, à la limite fonder un autre magazine ou autre chose, travailler ailleurs. Oui, enfin bon, il y a des gens qui le quittent, hein, donc il Ouais. y a des gens qui sont Mais partis pour vous ailleurs, faire autre chose. Pour moi, c'était sans doute très difficile, mais je vais vous dire que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de, ça paraît un peu prétentieux de le dire, mais j'ai pas eu beaucoup l'occasion de me poser la question. Parce que quand j'ai remis ma démission, qui était un geste vraiment extrêmement sain, qui m'a beaucoup remise en phase avec moi-même, et qui était très important de poser à ce moment-là, c'était pour moi une évidence que c'était fini, cette partie-là. Mais très vite, j'aurais voulu prendre un peu de congé sabbatique, retrouver mon souffle. Et en fait, très vite, on m'a proposé cette position que j'occupe. Et comme il y avait la crise politique, j'ai dû même revenir très vite faire des éditoriaux. Et en fait, je suis ravie de ça parce que j'aime beaucoup ce journal et j'aime beaucoup les possibilités qu'il offre. Et très honnêtement, c'est une histoire qui s'est continuée. Je ne peux que remercier et la rédaction et la direction de la nouvelle confiance qu'ils m'ont faite. Et je trouve personnellement que j'y trouve un grand bonheur et un grand plaisir professionnel. Et je suis fière d'être un peu encore le porte-voix de cette rédaction. On n'a pas eu le temps de parler de la crise de la presse écrite. En 2 mots, très brièvement, vous croyez encore au journal le soir ou d'autres journaux, à la presse papier? Franchement. Je ne sais pas pour la presse papier. Je pense que je crois profondément à la nécessité de l'information. Je pense qu'une des raisons d'ailleurs qui font que moi-même j'étais usée, c'est-à-dire que 10 ans à la fin de mandat, dans une atmosphère de crise aussi difficile où il fallait prendre toute une série de décisions dans un nouvel environnement, je pense qu'il fallait vraiment quelqu'un neuf avec une nouvelle énergie parce que c'était extrêmement usant. C'est une mutation industrielle qui est terrible en fait. Oui, terrible. Et donc moi je crois à la nécessité surtout de l'investissement dans les contenus. Quelque part qu'on lise le journal sur papier, sur iPad, sur mobile, mais surtout la tablette finalement ramène au support écrit. Les gens viendront payer si nous leur offrons du contenu de qualité. Et donc vraiment, je trouve que ce qui est fondamental dans l'instant, et c'est très compliqué quand les moyens sont rares, c'est d'investir dans les hommes, et d'investir dans les hommes de qualité, et d'investir dans les contenus et le temps pour travailler. Allez, on restera sur le mot contenu. Merci beaucoup Béatrice Delvaux, merci.